Selon le protocole, la reine doit toujours avoir un chauffeur. Cependant, elle est tellement passionnée par la conduite qu'elle se met au volant chaque fois que cela lui est possible. La reine d'Angleterre conduit depuis qu'elle a 19 ans et elle n'a toujours pas besoin de permis ni de plaque d'immatriculation sur sa voiture. Elle est ainsi exemptée des obligations légales qui régissent la conduite. Cela doit être bien agréable. Pourtant, tous les permis de conduire du pays sont délivrés à son nom. Pareil pour son passeport, elle n'en a pas besoin non plus. Ceux qui n'entendent jamais leur réveil le matin aimeraient peut-être bien être la reine d'Angleterre. Elle n'a pas besoin de réveil. À sa place, un joueur de cornemuse vient jouer devant sa fenêtre pendant environ 15 minutes. Se réveiller au son de la cornemuse? Je n'ai jamais essayé. La reine est une lève-tôt. Elle se réveille à 7h30 tous les jours. Elle aime rester au lit pendant quelques minutes pour écouter la BBC. J'imagine que c'est après le concert de cornemuse. Elle se couche à 23h et dort environ 8 heures chaque nuit. Comme j'aimerais dormir autant. Prendre un bain est l'une des choses les plus relaxantes qui soit. La reine possède même une baignoire dans son train royal. Si tu étais la reine, tu ne prendrais jamais ton petit déjeuner dans la cuisine. Tu irais plutôt dans la salle à manger. Et en ce qui concerne la cuisine, il s'avère que celle du palais de Buckingham ne diffère pas tellement d'une cuisine ordinaire. Comme partout ailleurs, on trouve des Tupperware dans le palais. La reine ne mange pas des mets délicats tous les jours, comme on pourrait l'imaginer. Des œufs brouillés et une tasse de thé lui conviennent parfaitement. Au fait, le thé Earl Grey est celui que la reine préfère. La reine aime bien agrémenter ses plats d'un peu de saumon, mais pas son thé. Quant au moment de Noël, ce sont les truffes qui font son bonheur. Pendant le petit déjeuner, la reine aime lire les journaux. Le gros titre du jour est « Les 300 Britanniques les plus riches ». Mais le nom de la reine ne figure pas dans la liste. Pourtant, elle dispose de son propre distributeur automatique chez elle. Le palais de Buckingham est vaste, mais la reine n'utilise généralement que 6 pièces. Une chambre, un salon privé, une salle de bain et un dressing. Il y a aussi 2 pièces un peu particulières. L'Audience Room, une salle de réunion individuelle destinée aux visites durant la semaine de travail de la souveraine, et l'Empire Room, qui est essentiellement une salle d'attente. En cas de célébration, la reine doit changer de tenue 5 fois dans la même journée. Pour ce qui est des chaussures, une assistante qui fait la même pointure que la reine est toujours à sa disposition. Elle porte ses chaussures quand elles sont neuves afin qu'elles ne lui fassent pas mal aux pieds. Il est important d'éviter les ampoules. Une chose que la reine fait toujours toute seule, c'est se maquiller. Elle n'engage une maquilleuse qu'une fois par an pour son discours de Noël. Le sac à main d'une souveraine ne sert pas seulement à ranger ses affaires personnelles, c'est l'objet avec lequel elle transmet des signaux. Si elle veut partir dans les 5 minutes, elle le pose sur la table. Si elle n'apprécie pas la conversation en cours, elle le pose par terre. Et son personnel est là pour la secourir. L'oisiveté n'est absolument pas un trait de caractère royal. La reine reçoit beaucoup de courriers et elle répond à chaque lettre. L'une de ses responsabilités est d'envoyer des lettres aux couples qui fêtent leurs noces de diamant. Et la reine a déjà envoyé plus de 540 000 télégrammes. Chaque jour, elle reçoit environ 200 à 300 lettres. Bien sûr, son personnel est là pour l'aider, mais quand même, ça fait plus d'un demi-million de lettres au bout du compte. Quiconque veut envoyer un courrier de fan à Sa Majesté peut le faire en envoyant une lettre au palais de Buckingham à Londres. N'oublie pas de commencer par Madame et de finir par « J'ai l'honneur d'être, Madame, l'humble et obéissant serviteur de votre Majesté ». Eh oui! La correspondance n'est pas le seul devoir de la reine. Elle doit aussi rencontrer le Premier ministre, très souvent d'ailleurs. Le jour du Premier ministre est le mercredi. Elle doit aussi donner son assentiment royal pour que les nouvelles lois proposées puissent prendre effet. Certes, les lois sont principalement du ressort du Parlement, mais ses membres travaillent toujours avec la reine. Elle a souvent des réunions le matin et parfois elle assiste à différentes remises de prix. Si elle a un engagement ou une réunion importante, son secrétaire lui apporte les dossiers des personnes qu'elle doit rencontrer. La reine reçoit un grand nombre de cadeaux. Ils sont tous inscrits sur une liste que la maison royale publie chaque année. Et ils sont de toutes sortes. Des coquelicots brodés aux voitures flambant neuves. La plupart lui sont généralement offerts à l'occasion de son anniversaire. En plus des cadeaux, la reine peut profiter de ses 2 anniversaires. C'est une très vieille tradition qui a commencé au XVIIIe siècle. Le premier est le jour de sa naissance, le 21 avril. Le second est la cérémonie officielle qui a lieu le 2e samedi de juin. Le temps est souvent un peu plus clément en juin et Sa Majesté peut fêter son anniversaire sans problème.
En plus de ses fonctions officielles, la reine est très impliquée dans les œuvres de charité. La famille royale soutient environ 2500 organisations caritatives au Royaume-Uni et environ 3000 organisations de même type à travers le monde. Voyager est une autre chose que la reine fait beaucoup. Elle a visité plus de 120 pays jusqu'à présent. Le déjeuner de la reine peut être assez copieux, comprenant jusqu'à 4 plats, mais les portions sont relativement petites. La reine adore le gibier et une chose importante, les glucides ne font pas partie de son régime. Si tu as l'occasion de déjeuner au palais de Buckingham, on ne te servira jamais de pommes de terre en accompagnement. Elles sont absolument proscrites au palais, tout comme les pâtes et le riz. Tous les employés de cuisine savent que le régime alimentaire de la famille royale comporte une énorme liste de restrictions afin d'éviter tout risque d'empoisonnement. Il est interdit de boire de l'eau du robinet lors des voyages. Ils évitent également tous les aliments exotiques ou épicés, ainsi que les repas à base de viande crue ou insuffisamment cuite, comme le tartare. Lorsque la reine n'a pas trop faim, elle aime bien les sandwichs au thon et à la mayonnaise. Ouh, ça a l'air bon! Ils sont assez faciles à préparer, alors voici la recette royale. On beurre le pain, on coupe un concombre, les tranches doivent être très fines. On y ajoute une pincée de poivre, du thon, un peu de mayonnaise sur le dessus, et voilà! La reine est soucieuse de ce qu'elle mange et sa nourriture quotidienne doit être riche en protéines. Selon une rumeur, la reine aime certaines séries Netflix, surtout celle qui a été inspirée par sa propre vie. Il y a une chose qui n'a jamais changé chez la reine depuis 1989, c'est son vernis à ongles. Elle s'en tient au même rose pâle depuis plus de 30 ans. À l'époque, le coiffeur de la reine avait écrit une lettre à une célèbre marque de vernis à ongles pour demander un flacon de vernis de couleur neutre. Et elle n'en a jamais changé depuis. 17h, l'heure du thé et peut-être un dessert. La reine prend toujours des parts raisonnables de son gâteau au chocolat préféré. La recette, vieille de plus de 100 ans, a été préparée pour la première fois pour la reine Victoria et elle demeure toujours la même. Le personnel royal prépare le thé de manière extrêmement précise. La perfection, c'est une cuillère à café de feuilles par tasse. La température de l'eau doit être de 70 degrés Celsius pour le thé vert et 100 degrés Celsius pour les thés Earl Grey ou English Breakfast. On ajoute toujours le lait en dernier. La reine doit toujours être invitée à dîner de manière élégante. Souviens-toi de cela pour ta prochaine invitation. Les personnes qui ont l'honneur de lui parler doivent connaître des formules de politesse particulières. L'improvisation et le langage décontracté ne sont pas appréciés. Un employé peut être renvoyé s'il dit « Votre dîner est sur la table ». Au lieu de cela, il convient de dire quelque chose comme « Votre Majesté, le dîner est servi ». L'amour de la reine Elisabeth pour les corgis est célèbre dans le monde entier. Il n'est donc pas étonnant que tous ces chiens reçoivent des repas spécialement préparés par un chef cuisinier. L'ancien chef du palais de Buckingham, Darren McGrady, a déclaré dans une interview que les corgis royaux ne mangeaient que des aliments frais et avaient leur propre menu, qui comprend du lapin, du foie, du chou et du riz. Miam! Les chiens ne sont pas les seuls animaux domestiques qui soient traités comme des rois au palais de Buckingham. Les chevaux ont aussi leurs privilèges. Parfois, Sa Majesté les nourrit elle-même. Par conséquent, toutes les carottes ne conviennent pas à cet usage. Celles-ci doivent être parfaitement préparées, de la taille d'un doigt et préalablement épluchées. Récemment, le palais a engagé un agent d'entretien des vases historiques et tableaux irremplaçables de la reine au palais de Holyrood House à Édimbourg. Le candidat aurait à travailler 20 heures par semaine pour un salaire d'environ 10 000 € par an. Aucune expérience préalable n'était nécessaire. La qualité la plus importante pour un membre du personnel royal est de savoir bien garder les secrets. Au cours de leur journée au service de la maison royale, les membres du personnel peuvent parfois être témoins de conversations confidentielles, dont les médias sont extrêmement friands. Certains anciens employés ont même écrit des livres sur leur travail au palais. Par conséquent, aujourd'hui, tous les nouveaux employés royaux sont obligés de signer un contrat de confidentialité. Ainsi, ce qui se passe à Windsor reste toujours à Windsor. Aussi fatigué que tu sois, tu ne peux pas aller te coucher au palais de Buckingham si la reine est encore éveillée. Les membres de la famille royale ne peuvent s'assoupir qu'après que la reine se soit elle-même endormie. Tu ne peux pas prendre de selfie avec les membres de la famille royale. Les raisons exactes de cette interdiction sont inconnues. Ils peuvent entamer une petite conversation avec toi. Ils ne signent pas d'autographe afin que personne ne puisse imiter leur signature royale. Certaines superstars suivent leur exemple. De nombreuses personnes vendent des articles portant la signature d'une célébrité à des prix élevés. Lorsque la reine se lève de table après un repas, tout le monde doit se lever.
Cette règle s'applique aussi aux membres de la famille royale. Ils se lèvent également lorsque la reine entre dans une pièce ou la quitte. Les membres de la famille royale britannique sont tenus d'avoir une couleur de cheveux naturelle. Ils ne peuvent pas choisir des coupes de cheveux extravagantes qui pourraient changer leur apparence. Leurs ongles doivent être toujours parfaits. La seule couleur de vernis à ongles autorisée est le rose pâle. Le maquillage de leur visage doit être simple. Il est interdit de se maquiller en public. Tous les descendants de la famille royale doivent obtenir l'approbation du ou de la monarque en exercice avant de faire une demande en mariage. On trouve cette règle dans le décret sur les mariages royaux et elle est en vigueur depuis 1772. Les membres de la famille royale n'ont pas le droit de manger des crustacés. Les plats qui en contiennent provoquent souvent des intoxications alimentaires. Actuellement, il n'existe pas de règles strictes pour saluer la reine, mais certains membres de la famille royale choisissent la salutation traditionnelle. Les hommes penchent légèrement la tête et les femmes font une révérence. Une telle formalité correspond aux règles de bienséance. D'autres personnes peuvent saluer la reine avec une poignée de main ordinaire, mais seulement si elle tend la main d'abord. Les membres de la famille royale ne doivent pas accepter de cadeaux de personnes qu'ils ne connaissent pas personnellement, afin de ne pas se retrouver dans une situation d'obligation envers le donateur. Ils peuvent recevoir des fleurs et de la nourriture en quantité raisonnable, des exemplaires de livres non controversés offerts par leurs auteurs et d'autres articles de faible valeur monétaire. Selon les traditions du mariage royal, les jeunes mariés doivent avoir au moins un brin de myrte sur elles pendant la cérémonie. Le myrte symbolise l'espoir et l'amour, et toutes les jeunes mariées de la famille royale doivent en avoir dans le bouquet qu'elles portent. Les membres de la famille royale doivent eux aussi passer par le contrôle des passeports aux frontières. Bien sûr, ils ne font pas la queue comme les autres passagers, mais ils doivent quand même obtenir le tampon habituel sur leur passeport. Tout le monde le fait, sauf la reine. Elle n'a pas besoin de passeport, car tous les passeports du royaume sont émis au nom de Sa Majesté. Lorsqu'elle traverse une frontière, on demande seulement à la reine son nom complet, son adresse, sa nationalité et son lieu de naissance. La reine n'a pas non plus de permis de conduire. Elle est la seule personne au Royaume-Uni qui peut conduire une voiture sans plaque d'immatriculation. Il est interdit à 2 héritiers de prendre le même avion ou le même train. Cette mesure est nécessaire pour protéger la famille royale. Les voyages en famille sont également interdits. Mais la reine Elisabeth fait parfois des exceptions et les autorise. Lors de divers événements, la reine serre la main de nombreuses personnes. Pour éviter d'attraper une maladie, elle doit toujours porter des gants. Il y a une règle pour tenir correctement une tasse de thé. Le pouce et l'index doivent tenir la partie supérieure de l'anse. Le majeur doit tenir la partie inférieure. L'anse de la tasse doit toujours être orientée à 3 heures. Les dames de la famille royale doivent essayer de poser leurs lèvres toujours au même endroit pour éviter qu'il y ait plusieurs marques de rouge à lèvres sur le bord de la tasse. Les membres de la famille royale britannique doivent maîtriser l'art de la bonne poignée de main. La bonne façon de le faire est de maintenir le contact visuel et de secouer la main 2 fois. Cela permet de limiter le contact et montre que les membres de la famille royale traitent tout le monde avec le même respect. Tous les dîners royaux sont soumis à des centaines de règles et de protocoles. La disposition des invités, celle des couverts, les plats de service appropriés, le respect de l'étiquette pendant le repas et bien d'autres choses encore. Par exemple, selon l'étiquette, la reine parlera à la personne placée à sa droite pendant le premier plat. Lorsque le deuxième plat est servi, la reine dialoguera avec l'invité placé à sa gauche. Les membres de la famille royale doivent connaître et respecter les coutumes, les traditions et les règles de bienséance des pays qu'ils visitent. Ils sont aussi toujours accompagnés d'un traducteur professionnel qui les assiste dans les situations incertaines. Lors de tout événement au palais de Buckingham et ailleurs, les dames doivent retirer leur chapeau après 18 heures et porter des diadèmes. Cette règle ne s'applique qu'aux femmes mariées. Ce n'est pas une règle stricte, mais on conseille aux dames de la famille royale de monter et de descendre les escaliers en gardant le menton droit et parallèle au sol. Lorsqu'elles descendent des escaliers, leurs mains doivent toujours être placées le long de leur corps. L'une des principales règles à respecter lors des voyages royaux est de porter des vêtements appropriés. Il est interdit à la famille royale de voyager dans des tenues trop ordinaires. Baskets, sweats et capuches ou jeans. Ils doivent toujours être parfaits. C'est pourquoi ils portent des costumes et des tailleurs toujours élégants. Les membres de la famille royale doivent également ajouter des éléments de la culture locale à leur tenue. Par exemple, une broche en forme de feuille d'érable lors d'un voyage au Canada. La reine doit porter des tenues aux couleurs vives lors de ses voyages afin qu'on puisse la voir de loin dans une foule. Ils ont des assistants spécialisés pour tout ce qui concerne les vêtements.
Ils se rendent dans les pays visités des semaines, voire des mois avant la famille royale. Ils décident des tenues à acheter pour les membres de la famille afin qu'ils puissent être bien intégrés aux couleurs et aux paysages. Ils s'assurent que les motifs et les couleurs des vêtements ne signifient pas quelque chose d'offensant pour les habitants. L'assistant se renseigne à l'avance pour savoir dans quels endroits la reine devra enlever ses chaussures ou se servir d'un mouchoir. Sa garde-robe de voyage est planifiée dans ses moindres détails. Il doit toujours y avoir quelque chose de noir dans les garde-robes lors des voyages royaux. Si l'un des membres décède soudainement, tout le monde doit avoir une tenue appropriée pour marquer son deuil. Quand ils voyagent dans différentes villes et différents pays, les membres de la famille royale ne peuvent pas passer leur temps comme ils le souhaitent. Leur visite consiste le plus souvent en des réunions et des dîners officiels avec des hauts fonctionnaires du gouvernement. Il reste environ 1 heure de plus pour se promener et explorer les attractions locales. Chaque étape du voyage royal est planifiée minute par minute, du début à la fin d'un déjeuner par exemple, ou au moment où ils montent en voiture, et ainsi de suite. Ils se reposent en général lors de leur déplacement d'un endroit à un autre. Les membres de la famille royale doivent voyager dans toute la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Autrefois, c'était ainsi qu'ils se tenaient au courant de la vie des gens ordinaires. Et les gens avaient besoin de savoir à quoi ressemblait leur souverain. Depuis l'apparition de la télévision et d'Internet, les voyages de la famille sont plus symboliques. Leurs visites sont faites pour montrer que le peuple est protégé. Les voyages dans d'autres pays sont souvent associés à une œuvre de charité. Les membres de la famille royale s'expriment dans des conférences traitant de problèmes mondiaux actuels. Ils établissent et entretiennent également les relations diplomatiques. Les personnes qui organisent ces voyages ont aussi d'immenses responsabilités. Par exemple, un assistant choisi se rendra dans tous les pays que Sa Majesté prévoit de visiter environ 6 mois avant le début du voyage de la reine. Dans ces pays, il étudiera le mode de vie local, la culture, le comportement des gens, les problèmes actuels, la situation politique, et il identifiera les endroits dangereux. Les membres de la famille royale doivent posséder quelques connaissances de base sur la vie du pays qu'ils visitent. Des assistants talentueux les aident dans cette tâche. Tout un groupe de personnes, parmi lesquelles le responsable de la maison et de la nourriture, arrive à l'avance dans les pays que les membres de la famille royale prévoient de visiter. Il crée un menu individuel pour chacun des héritiers. Il s'assure aussi auprès des cuisiniers étrangers que les plats ne contiendront ni ail ni épices en trop grande quantité afin d'éviter que les convives aient mauvaise haleine. Et à ce sujet, la reine n'aime pas l'ail. Il n'y en a jamais dans les mets des dîners auxquels elle assiste. L'un des anciens cuisiniers royaux a révélé certaines habitudes alimentaires de la reine. Par exemple, elle adore le chocolat, mais aussi les steaks. Si Sa Majesté a préféré garder le secret, c'est par crainte que les cuisiniers ne lui servent plus que ces aliments qu'elle affectionne particulièrement. Les assistants indiquent également au personnel des hôtels où la famille royale est reçue quelle est la boisson préférée de chacun de ses membres. Des médecins spécialement désignés visitent aussi tous les pays à l'avance. Ils vérifient tous les hôpitaux des villes dans lesquelles Sa Majesté et les autres membres de la famille royale se rendront. Le médecin se renseigne sur la qualité du système médical du pays. Il doit savoir où il peut y avoir une pénurie de certains médicaments et les apporter avec lui. Une trousse de premier secours est préparée pour chacun des membres de la famille en toute occasion. La raison pour laquelle les membres de la famille royale n'utilisent pas de nom de famille est simplement qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont des titres officiels à la place. Il n'y a qu'une seule reine Elisabeth II, un seul prince William et une seule et unique princesse Charlotte. Pourtant, lorsque l'on doit remplir un simple formulaire d'enregistrement de mariage ou demander un visa à l'étranger, il y a toujours un champ obligatoire à remplir, le nom de famille. Sans en avoir un, la vie pourrait devenir un peu compliquée pour la famille royale, surtout en dehors du Royaume-Uni. Donc en réalité, les membres de la famille royale ont bien un nom de famille pour de telles occasions. En 1917, le roi George V a adopté le nom du château de Windsor comme nom de la dynastie et nom de famille de la famille royale. Ainsi, tous ses descendants, y compris la reine actuelle, ont un nom de famille, Windsor. La reine et son mari, le prince Philippe, voulaient que leurs propres descendants aient un nom de famille spécifique. Ils ont donc combiné 2 des leurs. C'est ainsi que le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward sont devenus les Mountbatten Windsor. Mais il y a un hic, c'est le nom de famille des membres qui n'ont pas de titre officiel. Le prince Charles, par exemple, est le prince de Galles. Ses fils, le prince William et le prince Harry, utilisent donc son titre comme nom de famille. William de Galles et Henri de Galles. Oui, car Harry n'est que le surnom de Henri. Lorsque le prince William s'est marié, la reine a donné un titre au couple, duc et duchesse de Cambridge.
Leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, sont connus simplement sous le nom de George de Cambridge, Charlotte de Cambridge et Louis de Cambridge. La famille du prince Harry n'a pas de titre royal, donc son fils et sa fille s'appellent Archie Mountbatten-Windsor et Lilibet Mountbatten-Windsor. Les membres de la famille royale ont aussi des noms ridiculement longs. Le nom complet de la reine est Elisabeth Alexandra Marie et le nom du prince William est William Arthur Philip Louis. Les prénoms multiples sont en fait une tradition britannique de longue date. Ces prénoms supplémentaires sont donnés pour honorer les membres précédents de la famille. C'est typique pour de nombreux Britanniques, mais la tradition est particulièrement importante pour la famille royale. Les noms des princes et des princesses sont choisis avec précaution. Le nom complet de la fille du prince William, la princesse Charlotte, est Charlotte Elizabeth Diana. Charlotte est une version féminine de Charles, qui est le nom du père du prince William. Elizabeth est un hommage à la reine elle-même, et Diana a été donnée pour honorer la mère du prince William, la princesse Diana. De plus, la reine n'a même pas de passeport. Les passeports britanniques sont émis au nom de la reine, elle n'a donc évidemment pas besoin d'en avoir un elle-même. Pour voyager à l'étranger, elle doit simplement passer un contrôle d'identité et donner son nom complet et d'autres détails personnels. Tous les autres membres de la famille royale ont bien des passeports. La reine n'a pas non plus de permis de conduire. À l'âge de 18 ans, elle a suivi une formation de conduite et depuis, elle a le droit de conduire sans jamais le confirmer à nouveau. De plus, elle peut conduire sans plaque d'immatriculation. Lorsqu'elle ne porte pas de couronne, la reine porte toujours un chapeau, tout comme les autres femmes de la royauté. Parfois, ces chapeaux peuvent être extravagants, mais ce sont toujours des chapeaux. Cela fait partie du protocole royal, qui s'inspire d'une règle d'étiquette datant des années 1950. Il était inconvenant pour les dames royales et de la classe supérieure de montrer leurs cheveux en public. Comme toujours, la famille royale reste fidèle aux traditions, si bien que les membres féminins de la famille doivent porter des chapeaux lors de tous les événements royaux officiels. Pour les événements plus modestes, les dames royales peuvent laisser leur chapeau à la maison et porter leurs cheveux relâchés. La reine a un style bien particulier. Chaque fois qu'on la voit en public, elle porte des costumes de différentes couleurs. Blanc, rouge, bleu, vert, jaune, violet, etc. Pourquoi cela ? Tout d'abord, la reine a un style particulier et bien à elle, mais la raison principale est que ces couleurs font en sorte qu'elle se distingue dans la foule, afin que les gens puissent dire « J'ai vu la reine ». La reine porte aussi un sac à main en permanence. À bien y réfléchir, c'est inutile puisqu'elle a plusieurs gardes qui l'accompagnent en permanence. Ils peuvent porter pour elle tout ce qu'elle veut sur Terre. Mais le sac à main a une fonction bien particulière, envoyer des messages codés à son personnel. Habituellement, la reine tient le sac dans sa main gauche, mais si elle le passe à la droite, elle signale à ses gardes qu'elle préfère mettre fin à la conversation en cours. Les gardes interviennent alors et la libèrent en disant par exemple que quelqu'un veut la voir. Si pendant le dîner, la reine pose son sac à main sur la table, cela signifie qu'elle veut mettre fin au dîner dans les 5 minutes. Il y a 2 raisons pour lesquelles la reine porte toujours des gants. La première est d'ordre hygiénique. La reine serre de nombreuses mains chaque jour et le fait de porter des gants l'expose moins aux microbes et la rend moins susceptible de tomber malade. La deuxième est que c'est son style distinctif. Mais il y a des occasions où la reine doit enlever ses gants, comme lorsqu'elle mange par exemple. Les gants ne sont pas autorisés à la table du dîner. Il y a même une façon correcte de les enlever. Il faut d'abord remonter un peu le gant doigt par doigt, puis le retirer, puis le poser sur ses genoux sous la serviette. La reine fête son anniversaire 2 fois par an. Son véritable anniversaire est le 21 avril. Mais elle célèbre aussi son anniversaire officiel chaque année, le 2e samedi de juin. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, il était de coutume d'organiser un énorme défilé le jour de l'anniversaire du monarque britannique, jusqu'en 1908. Le roi Édouard VII, l'arrière-grand-père de la reine Elisabeth, avait son véritable anniversaire en novembre. Au Royaume-Uni, le temps en novembre n'est pas très propice aux célébrations, et il faisait souvent mauvais le jour de l'anniversaire du roi. Malgré tout, il voulait une grande fête, alors il a décidé de déplacer le défilé en juin, lorsque le temps est statistiquement le plus agréable. Depuis, les monarques britanniques ont un véritable anniversaire et un anniversaire officiel en juin avec un grand défilé. Mais que fait réellement la famille royale ? La reine ne gouverne plus le pays, mais elle fait office de chef d'État. Elle est le visage officiel du pays et la personne qui rencontre les autres dirigeants du monde. Même si ce n'est pas elle qui prend les décisions sur le fonctionnement du pays, elle est la personne qui approuve les décisions et signe les documents.
La reine est également engagée dans les services publics et caritatifs, et c'est là que le reste de la famille l'aide en assumant certaines des tâches. Chaque fois que la reine ne peut pas être présente, les membres de la famille royale entreprennent certaines tâches officielles en son nom. Ils voyagent à travers le Royaume-Uni et dans le monde entier, visitent des hôpitaux, des associations caritatives et d'autres organisations pour les assurer de leur soutien. C'est en partie pour cette raison que les couples de la famille royale se tiennent si rarement la main en public. La reine Elisabeth marchait généralement un peu en avant de son mari. De même, le prince William et sa femme sont rarement aperçus se tenant la main. En fait, il n'y a pas d'interdiction officielle de montrer des signes d'affection en public. C'est plutôt une question de choix. Chaque fois que les membres de la famille royale sont vus en public, ils travaillent, ils représentent la reine, et en mettant de côté leurs sentiments personnels, et en agissant de manière un peu distante, ils font preuve de professionnalisme. Plus l'événement est important, plus les membres sont susceptibles de garder une distance avec leur partenaire. Si tu te demandes d'où vient l'argent de la famille royale, sache qu'il a en fait plusieurs sources. Tout d'abord, la reine a un salaire. Le gouvernement britannique lui verse une subvention souveraine qui finance toutes les fonctions royales. Elle provient du domaine que la couronne possède, 15 à 25% des revenus du domaine reviennent à la reine. La famille royale possède beaucoup de terres et de propriétés, et c'est de là que vient l'argent. Enfin, une partie de leur argent provient d'investissements privés. Sais-tu quel membre de la famille royale est le plus riche? Non, ce n'est pas la reine, ni lui non plus. Est-ce les plus jeunes? Non, pas lui. Le membre de la famille royale qui a la plus grande fortune est la princesse Charlotte, avec une valeur nette estimée à 5 milliards de dollars. Son frère, le prince George, qui est censé devenir roi un jour, possède 3 milliards de dollars. Ce n'est pas l'argent qu'ils gagnent réellement, car ils ne travaillent pas encore. Mais ce sont les estimations de la somme qu'ils apporteront à l'économie du Royaume-Uni qui tiennent compte de tous les aspects possibles. Beaucoup de gens viennent au Royaume-Uni en espérant voir les jeunes princes et princesses sur le balcon. La raison pour laquelle la princesse Charlotte a une plus grande fortune que son frère et futur roi est l'influence qu'elle exerce sur la mode que l'on appelle l'effet Charlotte. Tout ce qu'elle porte, toutes les filles britanniques veulent le porter, et les vêtements sont en rupture de stock en quelques jours. On prévoit qu'elle affectera l'économie bien plus que ses frères.